Donc maintenant, je vais passer la parole à Olivier. Donc sur la partie ce qui nous relie, le ressenti, la ville sensible et la robustesse. À toi Olivier et merci. Merci Jérôme. Ça va résonner avec l'exercice. Alors en fait, moi j'ai envie de démarrer avec le mot sensible et même le mot sens, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup. La perte de sens, la quête de sens, mais en fait on définit jamais vraiment ce que c'est que le sens. Oui, c'est un peu, et donc le sensible, du coup, ça devient c'est pas très clair non plus. Alors moi je vous propose une option pour définir le sens. Le sens, c'est quand on peut changer de sens. Voilà. C'est un peu. L'idée derrière tout ça, c'est tout simple. C'est que si on a la liberté de changer de sens, alors tous les possibles s'ouvrent. Si le sens est de garder le même sens, il y a des chances qu'on soit sur des rails et qu'on soit pas très libre en fait, qu'on obéisse à un culte. Et peut-être même que c'est le culte de la performance sur lequel on obéit. Alors changer de sens. Alors, je vais prendre l'exemple de la ville. C'est pas impossible de changer de sens. Et en fait, quand vous regardez bien, nos villes sont en train de changer de sens. Par exemple, pendant des années, des siècles, on a fait des villes qui voulaient évacuer l'eau le plus vite possible. Aujourd'hui, on fait des villes éponges. Ça, c'est des villes qui ont changé de sens. En tout cas, l'eau a changé de sens. Maintenant, on la retient, l'eau. Et c'est de l'eau verte en plus. On ne la retient pas avec des méga-bassines en ville, hein. On la retient avec des plantes, avec des sols, hein, avec de la matière organique dans les sols. Tout ça, c'est des nouveaux modèles. Aquapuncture, il y a plein d'exemples comme ça. Qui veut rafraîchir ma ville? Exactement. Il y a plein d'exemples où on voit qu'on a changé notre rapport à l'eau. C'est aussi Eric Daniel Lacombe qui parle très bien du rapport à l'eau dans la construction. Pendant très longtemps, un architecte voyait l'eau comme un ennemi, ce qui crée des destructions. Bon, Eric Daniel Lacombe, c'est un architecte plutôt des désastres. Hein. C'est quelqu'un qu'on appelle dès qu'il y a une méga inondation quelque part. Hein, il vient sur place. Et lui, quand il construit, il le dit dans ces termes, hein, il considère l'eau comme une matière. Matière, au sens étymologique du terme, de mater, moser, la mer, la terre-mer. L'eau, c'est une matière. Comme la pierre, comme la roche, comme le sable, c'est une matière. C'est juste que c'est une matière qui est un peu difficile à contrôler, hein, évidemment. Du coup, on fait plutôt des habitats amphibies. Mais oui, c'est complètement différent. Notre rapport, quand on construit une ville ou une maison, c'est plus du tout la même chose. Ça, pour moi, là, il y a du sensible. Parce qu'en fait, on s'autorise à changer de sens et donc à travailler avec des choses qui sont fluctuantes. Fluctuate, nec mergitur, pour citer les Parisiens. Mais c'est ça, en fait, hein, finalement. Quand dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, cette histoire du sens qui change de sens, certainement que ça va nous habiter. Alors pourquoi c'est difficile comme ça de changer de sens ? Alors, Jérôme vient d'en parler finalement en creux. Hein. C'est nos habitudes sont difficiles à faire dérailler. Et je dis bien dérailler, parce que quand on a des habitudes, on est sur des rails. C'est très confortable de rester sur ces rails. Donc comment on fait pour dérailler ? Alors c'est même pas le comment, hein, c'est comment créer les conditions dans lesquelles on peut le faire. Alors ça appelle un autre mot qui est le mot de sécurité. On ne peut pas changer de sens si on n'est pas en sécurité. C'est aussi simple que ça. Si c'est un risque qui fait peur de changer de sens, on ne va pas changer de sens, tout simplement. On ne va pas changer ses habitudes. Donc comment faire pour changer de sens et avoir ce sentiment de sécurité ? Tout simplement, il faut interroger ce que c'est que la sécurité. Oui, en fait, c'est que des mots. Hein. Ça coûte vraiment rien. Il faut juste questionner les mots. C'est quoi la sécurité ? La sécurité aujourd'hui, dans ce monde qui est en effet drogué par la performance, c'est du contrôle. En fait, on fait la confusion entre sécurité et contrôle. L'exemple typique en ville, c'est les fameuses caméras de vidéosurveillance qu'on appelle maintenant vidéoprotection. Oui, l'évolution du terme. C'est incroyable, c'est un abus de langage. Hein. Quand est-ce que les caméras de vidéosurveillance sont devenues de la vidéoprotection ? C'est n'importe quoi quand même, hein. Enfin, on peut se le dire quand même. Hein. C'est n'importe quoi ce truc-là. Et pour bien s'en convaincre, il suffit de prendre Téhéran. Téhéran, une ville qui a mis de la vidéosurveillance partout, du contrôle soi-disant au service de la sécurité. Quand le Mossad israélien hack les caméras de Téhéran, ça met le régime iranien en insécurité. Le contrôle, c'est la faille de sécurité. Et ça, il faut bien le comprendre. Hein. Si jamais vous êtes fait arnaquer par un banquier, un faux banquier, la double authentification l'a rendu plus légitime.
Oui, la fraude utilise le contrôle. Hein. Donc le contrôle, c'est la faille de sécurité. Donc pensez que quand on va augmenter le contrôle, on va augmenter la sécurité, et c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver du sens. Là, vous voyez, c'est vraiment une contradiction totale. C'est total. C'est que si quand on augmente le contrôle, on s'enferre encore plus sur ces rails. Donc on ne va pas dérailler, on ne va pas changer de sens. Alors comment on fait ? Faut bien redéfinir la sécurité. Et en fait, il faut peut-être choisir un autre mot. En fait, ce qu'on fait pour changer de sens, il ne faut pas être en sécurité, il faut être en sérénité. Il faut être serein. Quand on est en sérénité, alors oui, là on peut changer de sens. Alors c'est quoi la sérénité ? La sérénité, c'est tout simple. La sérénité, c'est de la sécurité qui n'a pas besoin du contrôle. Quand on est en sérénité, on n'a pas besoin de tout contrôler, parce qu'on est serein. Si vous voulez un exemple, la jazzwoman qui fait du free jazz, de l'impro libre, elle est sereine. Ouais, elle ne va pas faire de la gestion des risques. Oui, elle ne va pas gérer le fa dièse de son voisin, quoi, hein. Le risque fait peur quand on a tout suroptimisé, quand on a tout surcontrôlé. C'est ça qui fait peur. Le risque vient quand on a tout contrôlé. Et là, évidemment, la moindre faille, et ça devient difficile. Quand on joue avec le risque, quand on a réenchanté les risques, parce qu'on a pris beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup d'espace, beaucoup de jeux dans les rouages, alors là, on est en sérénité. Donc la jazzwoman, quand il y a du bruit autour, quand il y a un si bémol qui arrive qui n'était pas attendu, on va jouer avec. Et ça va même nourrir l'intention. Ça va rendre plus créatif, ça va nourrir l'innovation. Oui, c'est carrément autre chose. On en fait quelque chose de positif de ces fluctuations. Ça, c'est changer de sens. En fait, on va surfer sur la vague, pas contre elle. Ça, c'est vivre avec les fluctuations. Finalement, c'est là qu'on arrive sur cette question de robustesse. Je vais finir par atterrir sur la robustesse. La robustesse, c'est quoi ? La robustesse, c'est être stable et viable dans les fluctuations. Donc c'est sa définition dynamique, hein, de la robustesse. Stable et viable dans les fluctuations. Donc ça veut dire que c'est une stabilité dynamique. C'est plutôt le bateau dans la tempête. Oui, il est stable et viable dans les fluctuations. Pourquoi je vous parle de robustesse ? Parce que la robustesse, c'est la condition opérationnelle pour générer la sérénité, qui permet de générer du sens, qui permet de changer de sens. Et là, on a une sorte d'équation. Alors, là où c'est incroyable, c'est que cette robustesse, elle est très facile à voir, parce que ce n'est pas un concept physique, c'est un concept physique abstrait, mais c'est aussi un concept et une pratique que l'on voit tous les jours, parce que les êtres vivants sont robustes. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on l'a sous les yeux, on l'a en nous, cette robustesse. Nous sommes tous et toutes robustes. Les êtres vivants qui nous entourent sont robustes. Donc, ils sont là depuis des millions d'années. Hein, donc, c'est évident qu'il y a une forme de robustesse. Ils ont traversé des fluctuations incroyables. Comment font-ils pour faire cette robustesse ? Et c'est là où c'est vraiment, vraiment incroyable. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Au premier ordre, c'est que vous allez trouver des moments de performance chez les êtres vivants, mais c'est très rare, c'est très anecdotique. C'est le lion qui chasse la gazelle. Oui, le lion qui chasse la gazelle, c'est un moment de performance efficace, efficient. On atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Oui, c'est un moment de performance, mais regardez bien dans la journée d'un lion ou d'une lionne. Bon, c'est quelques secondes. Hein. Le reste du temps, hein, les lions, ils dorment 16 à 20 heures tous les jours. Hein. Donc, manifestement, ce n'est pas ça qui définit leur vie. Oui, quantitativement, statistiquement, un lion, ça dort. Voilà. Donc, c'est plutôt de la robustesse. On recharge les batteries, si vous voulez. Donc, en fait, pour être robuste, il faut avoir du jeu dans les rouages, des marges de manœuvre. Il faut des redondances, il faut de la diversité, il faut pouvoir explorer, expérimenter, il faut favoriser les incohérences, vous savez, les dialogues, les désaccords féconds, tout ça. Là. Tout ça, c'est des contre-performances. Et c'est ça qui est sélectionné au cours de l'évolution darwinienne. Parce que c'est ça qui crée un espace de viabilité. L'espace de viabilité, c'est la sérénité. La sérénité, c'est l'espace de la ville sensible. Donc là, je fais évidemment une transition transversale entre la biologie et la société, ce qui est dangereux. Parce que les biologistes qui parlent de société, on a déjà vu dans le passé, c'était quand même problématique, hein, l'eugénisme, le darwinisme social. Alors là, je le fais vraiment sans aucune hésitation, parce que cette histoire de robustesse qui est construite contre la performance, ce n'est pas une exclusivité du vivant, c'est un principe général, un principe universel. C'est-à-dire que si j'étais un linguiste, donc je parlerai des langages, et je vous dirais exactement la même chose. Le langage, les langages sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Oui, les langages sont très viables, hein. Ils traversent les milliers d'années comme ça, hein. Donc manifestement ils sont très viables, très stables, très viables. Stabilité dynamique, hein, ils évoluent, mais ils sont stables et viables malgré les fluctuations. Comment font les langages ?
pour être aussi robustes, ils ne sont pas performants. Regardez dans le dictionnaire le nombre de synonymes, beaucoup de redondance, la polysémie. Il y a 5 sens différents pour chaque mot en France, en français. Hétérogénéité, voilà. C'est que des contre-performances. Et si vous voulez vraiment vous en persuader, imaginez, si je parlais parfaitement, il n'y aurait plus d'incompréhension, puisque je parlerais parfaitement, il n'y aurait plus d'incompréhension. S'il n'y a plus d'incompréhension, il n'y a plus de dialogue. S'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de langage. Donc le fait si on se parle encore, c'est qu'on ne se comprend pas en fait. Ouais, c'est aussi simple que ça. Ce qui fait la robustesse du langage, c'est son imperfection. Un langage parfait tue le langage. Donc oui, c'est pareil, c'est la même idée. Que ce soit pour le vivant ou pour le langage, la robustesse se construit d'abord contre la performance. Et ce compromis entre robustesse et performance, c'est un principe universel. Si vous faites du design d'avion, c'est pareil. Les avions de ligne, ils ne volent pas à 100% de leur capacité. Ils sont très robustes. Oui, nous, quand on voit un avion dans le ciel, on va se dire, voilà, l'avion, c'est typique de l'objet performant. Eh ben non, un avion, c'est robuste, parce que ce n'est pas performant. Oui, c'est incroyable. On est dans un moment orwellien. On utilise des mots à l'envers. Un avion, ça fonctionne à 50% de ses capacités. Il y a 3 systèmes autopilotes, 3 technologies différentes sur 3 circuits électriques différents, redondance, hétérogénéité. Évidemment que c'est robuste, parce que ce n'est pas performant. Un avion performant se crache, parce qu'il est très sensible à la moindre turbulence, quoi. Donc on prend beaucoup de marge de manœuvre. Un avion est robuste avant d'être performant. Alors il faut que je vais atterrir tranquillement, parce que pour avoir qu'on ait un petit temps d'échange. Juste pour vous dire, ça c'est le principe général, mais en fait je vous ai donné quelques exemples avec les inversions de la ville. Mais si je dois aller sur le lien, vous voyez à quel point ça résonne très fort avec cette histoire de se relier pour la ville sensible. Déjà, c'est la première chose, c'est se relier au vivant. Le vivant est robuste parce qu'il n'est pas performant. Donc si nous voulons construire des villes performantes, on va faire des smart cities contre les smart citizens. C'est une smart city, ça fait des citoyens stupides, quoi, parce qu'on délègue tout aux machines. Évidemment, donc non, le futur de la ville, c'est les smart citizens, évidemment. C'est pas la smart cities, évidemment. Mais c'est plein d'autres choses. Je parlais de l'eau, mais je parle un autre exemple, plus sur les liens. Si vous voulez construire une ville en la pensant robuste par les liens, c'est évident que vous faites une chose toute simple, vous inversez quelque chose, vous inversez la raison d'être et le règlement. C'est que dans le monde de la performance, du tout contrôle, le règlement l'emporte sur la raison d'être. On va suivre le règlement. C'est le contrôle, c'est le tout contrôle. Ça, c'est créaticide, ça va embarquer personne, c'est du temps. Alors, c'est très court au début, puisque suivre le règlement, c'est très facile. Vous avez un règlement, donc vous construisez en suivant le règlement. Donc, ça va très vite. Évidemment, les citoyens ne sont pas très contents, parce que ça vient d'en haut, c'est pas co-construit. Donc, évidemment, c'est des projets qui sont très rapides à construire, mais après, il y a du temps procédurier, du temps négatif. Et la raison d'être là-dedans, c'est un peu du cosmétique plaqué dessus, un peu marketing, quoi, mais qui ne sert pas à grand-chose. Alors, si on veut basculer dans la robustesse et la sérénité, on inverse règlement et raison d'être. Pour tout projet, c'est d'abord la raison d'être co-construite avec les citoyens. C'est ce qu'on appelle les démarches participatives. Et ça, vous connaissez ça par cœur. L'architecture participative, l'urbanisme participatif, co-construit avec les citoyens. Alors, quand vous faites ça, en fait, peut-être que vous ne le formulez pas, mais vous mettez la raison d'être avant le règlement. La raison d'être, c'est du dialogue avec les citoyens sans jamais regarder le règlement. Donc c'est vraiment juste regarder qu'est-ce qu'on va faire avec les citoyens. Et quand on a travaillé ce projet, qu'on a fait 5 ou 6 séances, une dizaine de séances, donc ça prend des mois, tout ça, c'est beaucoup de temps, c'est pas performant. Mais une fois qu'on arrive à un projet que les citoyens veulent vraiment faire, qu'ils ont co-construit, seulement là, on regarde le règlement. Et si jamais le projet va contre le règlement, alors soit ça nourrit le projet. Là, le règlement devient une aide, ce n'est plus un censeur, c'est une aide. On va se dire, on a oublié de mettre un extincteur dans cette pièce-là, oui, très bien. Et puis si le règlement vraiment bloque, on change le règlement, tout simplement. Approche participative, on peut changer le règlement. C'est la preuve par 7 de Patrick Bouchin, pour donner un exemple, mais il y en a plein d'autres, Gilles Clément et compagnie, on peut en citer plein. Dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on a passé beaucoup de temps avant, qui est du temps joyeux de co-construction. On fait le projet, et le projet, il n'est plus accepté. C'est un projet qui est accueilli. Pour qu'un projet soit accueilli, il faut qu'il soit attendu. Pour qu'il soit attendu, il faut qu'il soit co-construit. Pour qu'il soit co-construit, il faut qu'il y ait une démarche participative. Voilà. Là, vous avez une équation de la ville sensible par le lien qui crée de la robustesse, à la fois sociale
écologique, économique et dans tous les sens. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là juste pour qu'on ait un petit temps. Voilà, il reste 1 minute pour. Est-ce que vous avez peut-être une question, quelque chose qui vous fait réagir, quelque chose? Ah, 5 minutes, il reste 5 minutes. Super, merci Jérôme. Est-ce qu'il y a des choses, je vais un petit peu arriver, mais voyez, sur cette histoire de concept de ville sensible, est-ce que ça résonne? Est-ce qu'il y a des choses chez vous qui vous font, des choses qui vous manquent en fait? Si vous deviez faire cette ville robuste qui vient et qui est sensible, qu'est-ce qui vous bloque ou qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Voilà, je lance des sortes de méta-questions. Est-ce que vous avez des réactions? C'est la culture générale des gens qui ne sont pas formés à ça. Donc il faut éduquer et former les gens à ces nouveaux modèles d'incitation de règlement et de raison d'être. Et ni dans les entreprises, ni dans les instances de décision, ni dans les écoles primaires avec les instituteurs tels qu'ils ont été formés, ce schéma-là n'est en place. Donc ça va être long. Alors en effet, à moins qu'il y ait une catastrophe. Oui, en effet. Alors en effet, ce qui nous arrive, et je ne l'ai pas dit, mais merci de le dire, ce qui nous arrive, c'est un changement culturel. Oui, ce n'est pas une crise géopolitique, ce n'est pas une crise sociale, ce n'est pas une crise économique, c'est une crise culturelle. On est en train de changer de culture. Le monde devient de plus en plus fluctuant. Donc fluctuant, ça veut dire que le long terme vient au présent, au passage, juste pour être bien clair. C'est que ce n'est pas juste on va faire de la robustesse en plus de ce qui existe déjà. Non, non, c'est le long terme vient au présent. C'est-à-dire que ce que le GIEC prévoit en 2100, ça peut arriver cet été, à Lyon. C'est ça, le monde fluctuant. Donc on ne prévoit plus, on se prépare. Donc ça, c'est ce qui nous arrive. Et donc ça, c'est un changement culturel parce qu'on hérite de décennies de modèles plutôt, on va dire, inondés par l'idée du monde stable pour l'éternité, avec des ressources abondantes et infinies. Donc c'est un changement culturel. Comment on fait pour changer la culture? Parce que finalement, c'est la question. Comment on fait pour changer la culture? Alors, on peut avoir un super projet hyper désirable, moins cher, enfin, qui tique vraiment toutes les bonnes cases. Ça ne va toujours pas changer. Ça, faut quand même le voir, ça, c'est que si vous avez un super projet, un contre-projet très, très, très désirable, moins cher, qui tique toutes les bonnes cases, on va quand même pas dérailler, parce que la force des habitudes, Jérôme le dirait mieux que moi, les forces des habitudes est vraiment très, très forte. Donc, il faut travailler en amont de ça, c'est vraiment créer les conditions du déraillement. Et je dis bien dérailler, parce que nous sommes sur des rails. Donc, comment on fait pour dérailler? Comment créer les conditions du déraillement? C'est très simple, il faut créer des moments d'arrêt, des bugs. Il n'y a que comme ça. En fait, il faut utiliser les méthodes de déprise sectaire. Il faut quand même juste réaliser le délire dans lequel on est. Quand je dis délire, c'est au sens pathologique du terme. C'est que nous sommes dans un burn-out planétaire et ce qu'on met sur la table, c'est des solutions performantes. C'est comme si vous voyez quelqu'un en burn-out et vous lui disiez « Allez, fais un effort ». Ouais, c'est aussi délirant que ça. Et pourtant, c'est ce qu'on fait partout. Donc ça, c'est le délire. Donc on est dans une forme de dérive sectaire de la performance. Donc en fait, comment aller vers cette déprise sectaire, créer des moments d'arrêt? Il y a plusieurs façons de faire. Il y a le burn-out, alors qui est de loin le moins désirable, mais ça, c'est votre corps qui vous arrête. C'est votre corps qui vous arrête avant votre cerveau. Quand le cerveau vous arrête, là, oui, vous êtes vraiment arrêté. Là. Oui, le burn-out, c'est la dernière soupape. Donc il y a le burn-out. Évidemment, il y a la culture. Alors c'est là où c'est incroyable, c'est que la culture peut nous créer des moments d'arrêt, évidemment. Les artistes génèrent du trouble, ouvrent les possibles. C'est un peu leur rôle, c'est ce que je dis souvent. Un artiste, entre autres, il y a plein d'autres choses, mais un artiste, c'est un paratonnerre qui est touché par le monde et qui génère du trouble. C'est ça finalement. Donc là, on a besoin de ça. Il faut voir le monde différemment, questionner les mots, etc. Tout ça, c'est plutôt du culturel. Et puis une autre façon de faire, c'est aussi d'aller voir ailleurs, tout simplement, de faire un séjour sabbatique, par exemple. Voilà, c'est une autre façon de faire. Si vous vivez, travaillez à l'étranger pendant un temps long et vous revenez, vous allez certainement voir les choses complètement différemment. Donc il y a plein de façons, il y a plein d'autres façons de faire, mais je vous donne juste des petites listes comme ça. Mais ça, c'est des moments où on peut entamer la déprise sectaire. Deuxième question et dernière question. Comment vous placez la robustesse par rapport à la résilience? Alors c'est en effet le mot résilience, je l'utilise plus du tout. Enfin, je me suis fait un peu avoir par la résilience, mais maintenant je l'utilise plus. Je me suis même radicalisé sur la résilience. Alors la résilience, c'est la courbe, elle est comme ça. On tombe et on se relève, donc et on apprend un peu de ses échecs. Bon, très bien. C'était un mot du XVIIe siècle, l'écho. Ça vient de résilire en latin. L'écho, le son qui rebondit sur un mur. Après, ça a été pris dans la psychologie, l'économie, l'écologie, enfin tout ce qui renaît, en gros, on va dire que c'est de la résilience. Alors, pour le dire rapidement, la résilience, c'est toujours l'idéologie du monde stable. Parce que dans la résilience, on pense la rupture systémique, le traumatisme. Nous entrons dans la polycrise, la permacrise.
On ne va pas faire de la résilience à chaque fluctuation. C'est comme si on était sur un bateau et qu'à chaque vague, on faisait de la résilience. Non, ce n'est pas possible. Hein. On va enrobuster son bateau. Et aussi, un autre problème de la résilience, c'est que c'est le retour au monde d'avant. On tombe et on revient au monde d'avant. C'est un été noir. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est Patrick Boucheron qui le dit comme ça. C'est en fait, revenir dans le monde d'avant, s'il s'est planté, le monde d'avant, qui veut y aller? Qui veut revenir au monde d'avant s'il s'est planté? Donc, et puis on sait très bien que quand on a vécu un traumatisme, on ne revient jamais au monde d'avant. On se transforme. Le mot correct, c'est transformation, ce n'est pas la résilience. Donc vous voyez, en fait, il y a deux mots qui sont beaucoup plus simples que résilience, c'est robustesse et transformation. C'est des mots très anciens, voire même un peu désuets, qui existent depuis très longtemps. Robustesse et transformation, là vous avez le panel. La robustesse, c'est stable et viable malgré les fluctuations, donc vous créez un espace de viabilité, donc c'est plus du tout une courbe qui est enfermante, hein, c'est un espace de viabilité, donc vous ouvrez votre espace si les fluctuations augmentent. Donc là, vous vous enrobustez. Et donc, dans cet espace, vous pouvez faire des tas de choses, y compris vous transformer, mais en tout cas, dans cet espace-là. Et puis, si vous arrivez au seuil limite de rupture, ce potentiel, cet espace de viabilité, c'est le potentiel de transformation. Donc, il n'y a vraiment besoin que de deux mots, transformation, robustesse et transformation. Et la résilience, c'est normal, c'est un mot de transition. C'est celui qui nous a fait passer du développement durable à la robustesse. Mais ce n'est qu'un mot de transition. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Olivier Amand.